Comme on a pu le voir au cours de la dernière vidéo, la peine de mort est un sujet qui divise profondément l'opinion publique. Depuis des siècles, les méthodes utilisées pour exécuter cette peine ont évolué, chacune marquée par sa propre histoire, ses spécificités et ses controverses. Après avoir vu en détail dans la partie 1 les méthodes d'exécution les plus couramment utilisées dans le monde, l'injection létale, la chambre à gaz et la chaise électrique, dans cette deuxième partie, nous allons cette fois-ci explorer des méthodes d'exécution plus rares, mais toujours en vigueur dans certains pays: pendaison, décapitation, lapidation et exécution par arme à feu. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble explorer un sujet complexe où la frontière entre justice, cruauté et rédemption se confondent. Si vous êtes sensible ou mal à l'aise avec la question de la mise à mort, je vous déconseille d'aller plus loin dans la vidéo, dans la mesure où il y aura des images choquantes pour illustrer mes propos. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur la chaîne d'autres vidéos moins choquantes, moins explicites. Pour les autres, on y va, c'est parti. La pendaison est l'une des méthodes d'exécution les plus anciennes. Elle remonterait à la période de l'Antiquité en Égypte, en Rome et en Grèce antique pour punir les crimes les plus graves. Elle a ensuite perduré dans d'autres cultures anciennes et a connu un franc succès surtout durant le Moyen-Âge, où les condamnés étaient amenés sur la potence lors d'exécutions publiques, dans le but de susciter la peur du châtiment au sein de la population et pour dissuader les futurs criminels de passer à l'acte. À l'époque, le corps était laissé suspendu pendant plusieurs jours à la vue de tous, comme une mise en garde. Attention, voilà ce qui vous attend si vous faites la même chose. En soi, le principe de la pendaison est simple. La personne est attachée par le cou à une épaisse corde à l'aide d'un nœud coulant, qu'on appelle aussi le nœud du pendu. La mort survient généralement après une chute libre de la personne ou un déplacement soudain du corps. C'est la manière dont la chute se produit qui est cruciale pour déterminer la douleur ressentie par l'individu et la rapidité de sa mort. Il existe ainsi deux méthodes différentes d'exécution par pendaison: la pendaison par strangulation et la pendaison par fracture des cervicales. Dans le premier cas, la pendaison par strangulation, donc sans chute, c'est une méthode dite traditionnelle. L'individu est suspendu au bout de la corde sans qu'il y ait vraiment une chute importante. La corde est soit remontée, la personne se retrouve alors suspendue et donc elle s'étrangle, ou alors elle est sur une échelle ou un escabeau, puis elle se retrouve poussée dans le vide. C'est en fait le poids du corps qui exerce une pression directe sur le cou qui provoque une strangulation lente. Dans ce cas-ci, la victime souffre et agonise pendant plusieurs minutes avant de mourir par asphyxie. Il y a une variante à cette pendaison, encore plus terrible, qui a été utilisée par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, en plus d'avoir la corde au cou, la personne avait une de ses jambes attachées de sorte à ce qu'elle ne puisse pas s'appuyer dessus. Donc, au début, l'individu se tient debout, le cou attaché à une corde, et elle ne tient que sur une seule jambe. C'est fatigant de rester ainsi immobile et de supporter tout le poids du corps sur une seule jambe. Ce qui fait que finalement, le condamné qui fait tout pour tenir le plus longtemps possible par peur de mourir, finit fatalement par n'en plus pouvoir. À un moment, sa jambe lâche, il perd le seul appui avec le sol et il finit par en quelque sorte de se pendre lui-même. Ce qui est, vous en conviendrez, particulièrement cruel. Pour la pendaison par fracture cervicale, c'est plus rapide et jugé moins cruel. C'est cette méthode mise au point au XIXe siècle par des bourreaux anglais ou irlandais selon les sources qui est la plus courante dans les pays qui la pratiquent encore de nos jours. La personne condamnée est en général laissée tomber à la verticale sur une certaine distance, environ 2 à 3 mètres de haut, ce qui entraîne directement une fracture du cou. En fait, cette violente chute provoque une rupture des vertèbres cervicales. La moelle épinière se rompt instantanément, entraînant une perte de conscience immédiate et une mort donc quasi instantanée. Elle a l'avantage, entre guillemets,
d'être une exécution propre, c'est-à-dire pas sanglante. La personne meurt, on la décroche et pas besoin de faire le ménage après. Et voyons maintenant comment se déroule à proprement parler une exécution dans le monde actuel. D'abord, le condamné est préparé, il est isolé des autres détenus. On lui attache souvent les poignets et parfois aussi les chevilles, puis il est emmené dans une salle d'exécution ou en extérieur s'il s'agit d'une exécution publique, parce que oui, ça se fait encore. Une épaisse corde bien robuste est fixée autour du cou de la personne. La longueur de la corde et la hauteur de la chute sont rigoureusement calculées en fonction du poids et de la taille du condamné afin d'assurer la fracture cervicale en cas de chute. Mais comme vous l'avez vu la semaine dernière, aucune méthode n'est infaillible. Il peut y avoir des erreurs de calcul et la personne prend plus de temps à mourir. En tout cas, quand tout le dispositif est mis en place, un signal est donné au bourreau. Et là, le condamné est soit poussé dans le vide, soit une sorte de trappe sous ses pieds s'ouvre brusquement, l'entraînant dans une violente chute verticale. La corde, qui était alors complètement lâche, se tend d'un coup et la personne décède d'une fracture au niveau de la nuque. On peut même parfois entendre un craquement lors du moment fatidique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la pendaison est une technique de mise à mort encore populaire dans certaines régions du globe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, par exemple en Inde, en Iran, au Japon, au Pakistan ou à Singapour, où certains sont condamnés pour la peine capitale pour possession illégale d'armes à feu ou trafic de substances illicites. Il faut savoir aussi que l'État de Washington est le seul État des États-Unis qui propose encore la pendaison si le condamné en fait expressément la demande. Je ne vous apprends rien, la décapitation consiste à séparer la tête du reste du corps. C'est une méthode d'exécution pratiquée depuis des milliers d'années. Pour cela, plusieurs instruments ont été utilisés au cours de l'histoire. La hache, le sabre, le couteau et l'épée, qui durant le Moyen Âge étaient particulièrement réservés à l'exécution des membres de la noblesse, car c'était considéré à l'époque comme une façon de mourir avec honneur. Donc comme vous le constatez, avant la Révolution française, c'est fou, mais il y avait des inégalités vraiment partout, même entre les nobles et les paysans dans leur façon d'être exécutés. En tout cas, la façon dont l'exécution par décapitation se déroulait, bien ou moins bien, dépendait beaucoup de paramètres. L'arme utilisée, le tranchant de la lame et l'expérience du bourreau. Si l'arme était bien aiguisée, le bourreau compétent, la décapitation se déroulait sans encombre, un coup et hop, c'est fini. En revanche, si la lame n'était pas bien tranchante ou un peu émoussée ou que le bourreau se loupait, il devait s'y reprendre à plusieurs reprises et là, je vous garantis que c'était une véritable boucherie. Bien entendu, la décapitation avec une épée, qui était particulièrement privilégiée en France, était plus efficace que la hache plus populaire à l'étranger, notamment en Angleterre, au point que les bourreaux français avaient une très bonne réputation à l'international. Et saviez-vous qu'au XVIe siècle, Anne Boleyn, que vous connaissez peut-être par son histoire dramatique, la deuxième épouse du roi d'Angleterre, Henri VIII, qui avait injustement été accusée d'adultère et d'inceste par son roi de mari, avait été condamnée à mort. Son mari, qui l'accusait de lui être infidèle alors que lui ne se gênait pas de collectionner les conquêtes féminines à la vue de tous. Bref, Anne Boleyn avait été initialement condamnée à mort en étant brûlée vive. Finalement, le roi, du fait du statut de reine consort d'Anne Boleyn, a décidé de faire preuve de clémence envers elle en lui choisissant une méthode d'exécution moins cruelle et plus digne pour l'époque, la décapitation. La reine consort a alors demandé à être exécutée selon la méthode française, donc à l'épée et non à la hache, une demande qui a été acceptée par le roi, qui a fait spécialement venir pour elle un bourreau épéiste venu tout droit de Calais. Et d'ailleurs,
Petite anecdote, pas drôle, mais un fait à noter, c'est qu'elle était prête le jour de son exécution, le 18 mai 1936. Elle s'était préparée à mourir, mais en fait, son bourreau de Calais est arrivé en retard pour l'heure prévue, et donc elle a dû être exécutée le lendemain, le 19 mai. En France, le docteur Joseph Ignace Guillotin, un médecin et député, propose à l'Assemblée nationale constituante une réforme du code pénal pour l'adoption d'une seule et unique méthode d'exécution pour les condamnés à mort, quel que soit le crime commis et le rang social de la personne. Une façon pour lui, en quelque sorte, de rétablir l'égalité entre les condamnés à mort et de mettre fin aux méthodes les plus cruelles encore utilisées à l'époque, comme l'écartèlement. Il se met alors en tête d'étudier un dispositif de décapitation écossais, le tranche-tête, pour lui apporter quelques modifications dans le but de l'améliorer. Avec son confrère, le docteur Antoine Louis de l'Académie de chirurgie, il présente ce qui deviendra la guillotine, une très grande innovation pour l'époque, et il en fait de la publicité, puisque le docteur Guillotin aurait dit à l'Assemblée, je cite: avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus. Ça sonne un peu comme une façon poétique de parler d'un truc horrible, vous ne trouvez pas? La guillotine sera d'abord testée sur des animaux, des moutons, puis des cadavres humains, avant d'aboutir à la première exécution à la guillotine qui aura lieu le 25 avril 1792. Il s'agit de l'exécution d'un certain Nicolas Pelletier, multirécidiviste de vol avec violence. Ce qui rend l'invention de la guillotine plus efficace que les autres dispositifs, c'est sa lame qui a la particularité d'abord d'être lourde, 30 kg environ, et d'être en biseau pour que la coupure soit nette. Vous ne le savez peut-être pas, mais à la base, la guillotine devait avoir une lame courbée en forme de faucille ou de croissant. Et c'est Louis XVI qui aurait suggéré au docteur Guillotin de mettre une lame inclinée pour que la coupe soit plus franche. C'est assez cynique quand on sait que quelques mois plus tard, lui et sa femme auront le triste privilège d'expérimenter cette machine à couper les têtes. Puis, en France, au fur et à mesure des siècles qui passent, le taux de criminalité diminue et la sentence de peine de mort se trouve de moins en moins prononcée. Par exemple, de 1969 à 1981, année de l'abolition de la peine de mort, il n'y a eu seulement que 6 exécutions dans le pays. La dernière décapitation en France s'est tenue le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes à Marseille. Cet ultime condamné à mort est Amida Djandoubi, un multirécidiviste accusé d'avoir abusé, torturé puis tué sa compagne, Elisabeth Bousquet. L'exécution par arme à feu consiste sans grande surprise à effectuer un tir mortel sur le condamné en visant un organe vital, le cœur. Soit l'agent est seul et il tire directement sur la personne, soit on a ce qu'on appelle un peloton d'exécution, où cette fois le détenu est face à plusieurs tireurs dont tous ont des vraies balles chargées dans leur arme, sauf l'un ou plusieurs d'entre eux qui ont une balle à blanc. En procédant de cette façon, on ne sait jamais vraiment qui a effectué le tir mortel et qui a effectué les tirs à blanc. Donc chacun des tireurs peut se convaincre qu'il n'est pas responsable de la mort du détenu, une façon comme une autre de se donner bonne conscience. Dans les faits, le prisonnier est amené sur le lieu d'exécution. Il dispose d'abord de quelques minutes pour se calmer, se recueillir et prier s'il le souhaite. Puis, il choisit s'il souhaite être exécuté debout, assis ou à genoux. Une fois son choix fait, on marque d'une croix sur son haut la zone où se trouve le cœur pour qu'elle soit bien visible des tireurs. Dans certains pays, on met aussi une cagoule sur le visage du condamné. Au signal, tout le monde tire sur la personne. Et si malgré ça, elle survit, on l'achève d'une balle dans la tête. Parfois, ces exécutions sont publiques. En France, avant l'abolition de la peine de mort, les exécutions par arme à feu étaient prononcées dans 2 cas. Lorsque c'était la cour martiale, donc le tribunal militaire qui prononçait la peine, ou alors en période de guerre pour des raisons de praticité, où il était plus simple de tirer sur une personne que de la transporter jusqu'à un lieu d'exécution pour la guillotiner.
Savez-vous qu'en avril 2022, aux États-Unis, Richard Moore, un condamné à mort pour meurtre lors d'un braquage, a dû choisir son mode d'exécution entre la chaise électrique et le peloton d'exécution parce que l'État de Caroline du Sud avait du mal à s'approvisionner en produits pour l'injection létale. Richard a choisi le peloton d'exécution, mais finalement, à la dernière minute, la décision du tribunal a été suspendue après que son avocat ait plaidé le fait que c'est un type d'exécution particulièrement barbare. Richard Moore a fini par être exécuté 2 ans plus tard, le 1er novembre 2024, par injection létale. La lapidation est l'exécution d'une personne par un groupe d'individus qui lui lancent des pierres dans le but de la blesser gravement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Selon certains, le choix des pierres est important, puisqu'elles ne doivent être ni trop grandes ni trop petites. Pas trop grandes parce que la personne doit mourir après avoir souffert un peu, donc on ne veut pas qu'elle meure tout de suite après avoir reçu une grosse pierre sur la tête. Pas trop petites, sinon la personne ne souffre pas suffisamment. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est le principe. La lapidation existe depuis l'Antiquité grecque et on trouve même des épisodes de lapidation dans les récits de la mythologie grecque. Elle aurait aussi été beaucoup utilisée dans le passé dans le monde du judaïsme, puisqu'elle serait prescrite dans la Torah, mais elle se fait plus rare par la suite. Elle n'est présente que de façon anecdotique dans l'histoire du monde musulman, où les cas de lapidation se compteraient sur les doigts de la main. À l'heure actuelle, les journalistes, essentiellement d'Amnesty International, estiment que cette pratique, si elle est extrêmement rare, elle est encore présente dans des zones hors de contrôle des gouvernements officiels qui sont en place, dans certaines tribus rebelles en fait. Dans les textes de loi, en théorie, elle existe encore dans certains pays, comme le Nigeria, l'Iran ou le Pakistan, mais dans la pratique, elle n'est quasiment plus du tout utilisée. Dans cette vidéo, je vous ai montré diverses techniques d'exécution encore pratiquées de nos jours, bien que rarement appliquées. À l'heure actuelle, l'être humain s'efforce de trouver pour les condamnés de crimes graves des techniques de mise à mort à la fois efficaces et rapides pour éviter de faire souffrir le condamné. Mais sachez qu'au cours de l'histoire, avec un grand H, d'autres méthodes plus cruelles et barbares les unes que les autres ont été utilisées, parfois en ciblant des personnes de façon totalement arbitraire. Le bûcher pour brûler vives celles qui étaient suspectées d'être des sorcières au Moyen-Âge, certaines d'entre elles étaient même noyées, l'écartèlement par des chevaux, l'ébouillantage dans de l'eau ou de l'huile, certaines personnes étaient aussi enterrées ou emmurées vives dans une pièce jusqu'à mourir de faim, de soif ou de suffocation. Heureusement, on n'en est plus là, ou presque, puisque si les méthodes les plus horribles ne sont plus utilisées par la justice, elles sont parfois pratiquées par les criminels ou les pires psychopathes pour faire du mal à leurs innocentes victimes, comme vous avez pu le constater si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez déjà eu l'occasion de regarder d'autres vidéos d'affaires criminelles. Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur la pendaison. C'est une méthode d'exécution qui est aussi malheureusement parfois utilisée à des fins très tristes, quand par exemple une personne décide de s'ôter la vie. Et attention, je préviens, c'est un sujet sensible. Si jamais vous êtes témoin de ce genre d'événement, il y a des réflexes de premier secours à avoir car dans cette situation, il faut agir très vite. D'abord, si la personne est toujours suspendue, il faut soulever son corps pour arrêter la compression au niveau du cou. Ensuite, il faut trouver un moyen de couper la corde ou l'élément qui la tient par le cou, tout en rattrapant le corps de la victime pour éviter qu'elle fasse une chute. Et donc le mieux c'est d'être aidé parce que seul, ça semble compliqué. Une fois la personne détachée, il faut essayer de veiller à garder la tête bien droite dans l'axe du corps puisque la zone du cou est fragilisée et qu'on veut éviter à tout prix de graves séquelles. On évalue ensuite l'état de la victime, si elle est consciente, si elle respire ou pas. Et on réagit en fonction, en la mettant en PLS, si elle respire mais qu'elle est inconsciente. Donc PLS, position latérale de sécurité, je vous laisserai regarder sur internet ce que c'est, ou en réalisant un massage cardiaque si le cœur ne bat plus, qu'elle ne respire pas. Bien sûr, ne pas oublier non plus d'alerter les secours, car dans ces situations, c'est bel et bien une question de vie ou de mort. Voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié d'écouter, que vous avez appris plein de choses. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la peine de mort si vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer lors de la première vidéo parue la semaine dernière. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt.